C'est le premier jour de l'été 43 qu'à Limoges naît Jacques Barry. Marie-Louise, sa mère, est courtière en publicité pour l'agence Havas. Son père, Marcel, est dessinateur industriel dans une usine de mécanique. La famille est installée à la Cité des Coutures. Voilà, on est à la Cité des Coutures. Je suis né là, dans cet immeuble. Voilà. Au 3e étage. Ouais. Oui, donc la Cité des Coutures a été construite en 1933. Au même moment pratiquement que la gare. Et il y avait effectivement beaucoup de cheminots qui habitaient ici. C'était des immeubles modernes et c'était un ensemble architectural, urbanistique, caractéristique de l'époque, puisque dans le milieu de la cité, il y avait une école, il y avait un lavoir, enfin il y avait des équipements sociaux, quoi. C'est le même architecte qui a fait ça, qui a fait la gare, et qui a fait ce qu'on appelle le Verdurier, qui est la gare routière, qui est dans le centre de la ville, qui est un truc entre l'art nouveau et l'art déco avec des céramiques qui est assez remarquable aussi. J'étais toujours fourré dehors. À l'époque, on avait tous des culottes courtes et il y avait un seuil psychologique à passer pour avoir des culottes longues, des pantalons longs. J'étais vraiment enfant, hein. Quel âge je pouvais avoir 10 ans. Ma mère avait des amis chez les commerçants. À cette époque-là, il y avait beaucoup encore de couturières. Et dans Limoges, il y avait une petite boutique où on fabriquait sur mesure des vêtements pour les enfants, sans doute des bourgeois de la ville, quoi. Et par quel hasard, j'en sais rien. Toujours est-il que je m'étais retrouvé mannequin, entre guillemets, pour ces gens-là. Et donc je me souviens de séances d'essayage, je passais là-bas, il y avait toujours... Le souvenir que j'en ai, c'est bête à dire, mais d'être entouré de jolies femmes, quoi, qui sentaient bon. Je me souviens de ça, c'était vraiment, vraiment plaisant. Elles étaient là, en train de, pas de te tripoter, mais de s'occuper de toi, enfin bon, bref. Et puis, il y avait eu des défilés, ça s'appelait l'Hôtel Central à Limoges, c'était le grand hôtel de la ville, où il y avait des thés dansants, avec des défilés, bon, bref. Et donc moi, entre autres, je me souviens d'un pantalon de golf, comme ça, avec des chaussettes jacquard, qu'il avait fallu sans doute que je passe sur le podium. Je suis arrivé un lundi matin, c'était la cour de l'école communale, quoi. Tu vois comment elle pouvait être dans ces années-là, avec les petits gamins avec des blouses grises, et en train de jouer au billes avec des gros boulets en acier, bon, des bérets. Et moi, je suis arrivé là, je vais sortir vraiment d'une gravure de mode très british, quoi. C'est sûr que ça me mettait en marge ou à l'écart, hein, c'est clair. C'était assumer de ne pas être comme les autres. Ouais. Moi, l'univers familial, c'était un peu rude, dur. Et par contre, les copains, la vie dehors, sortir... c'est surtout ça dont je me souviens, quoi. C'était oui, les copains et l'ouverture sur le monde que ça représentait. C'était une vie sociale très, très simple à ce moment-là. 3, 4 du coin, là, du quartier des Coutures, là. On a sympathisé tout de suite. Il y avait une petite bande de copains. Mais c'est avec Jacques que j'étais vraiment copain le plus proche. C'était quelqu'un qui était déjà passionné de peinture. Donc c'est ça qui l'intéressait. Le reste l'intéressait pas beaucoup. Il était très centré sur, je pense, l'absorption de tout ce qui l'intéressait du point de vue de la peinture. Tout le monde, il imitait, il essayait de s'imprégner de ce qui l'intéressait en peinture. À cette époque-là, en dehors du lycée, c'était le jazz. Alors là, je pense qu'on a découvert le jazz ensemble. Je pense que ça a été aussi très très fort
Je me souviens d'un concert dans lequel on a été. À la sortie de là, on était complètement retournés. Gaby Duverneuil a conservé une œuvre, parmi les premières sans doute, du jeune Jacques Barry. C'est durant cette période que ce dernier a décidé de perfectionner son goût pour le dessin en suivant des cours du soir. Ceux-ci se déroulaient dans les locaux de l'actuel musée Adrien Dubouchet. Voilà la petite porte par laquelle on rentrait au cours du soir, quoi. Et aller au cours du soir aux Beaux-Arts, c'est le premier geste que j'ai fait, où je me suis séparé, si j'ose dire, des autres. Et à partir de là, j'ai eu des copains différents, un emploi du temps différent. Mon argent de poche, je l'utilisais différemment, quoi. Donc je me suis inscrit au cours du soir, et quand j'y suis arrivé, alors là vraiment j'avais trouvé ma maison, quoi. Et le prof de dessin que j'avais au lycée, c'est un prof qui s'appelait Paul Bobin et que j'ai retrouvé au cours du soir aux Beaux-Arts. C'est peut-être la seule personne qui m'ait vraiment appris quelque chose, quoi, ouais. Et il n'était pas soucieux de nous communiquer ses goûts ou son esthétique, quoi. C'est pratiquement la seule personne que j'ai connue dans l'enseignement qui était comme ça, quoi. Ouais. En 1963, Jacques Barry rejoint l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, où il obtient, en 1965, le diplôme national supérieur d'expression plastique, option gravure. Son projet de soutenance est constitué d'un récit semi-légendaire, illustré de dessins, marqué d'influences fantastiques dans les traces d'Odilon Redon. Cette veine d'inspiration oriente quelque temps son travail. En 1966, il effectue durant 16 mois son service militaire en Allemagne. Il trouve ensuite du travail dans divers petits boulots, notamment comme maître auxiliaire de dessin à Felletin dans la Creuse pendant 4 ans. En 1970, à Quessac-les-Vignes, en Corrèze, il épouse Marcelle Mathieu, que tout le monde appelle Mimi. Elle sera pour lui plus qu'une muse, une admiratrice constante et un soutien indéfectible à son travail. Durant cette période, sous l'influence d'artistes, architectes d'intérieur ou designers comme Jean-Pierre Jarreau, François et Michel Chenu, Jacques Barry s'oriente vers l'abstraction. En 1972, Jacques Barry intègre l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne comme professeur de peinture. Durant un temps, il poursuit sa démarche créatrice tournée vers l'abstraction et les champs colorés. Pourtant, à Saint-Étienne, au tout début des années 80, en 80-81, Jacques était à l'époque professeur de peinture à l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne. On le rencontrait fréquemment dans la rue en costume de tennisman, très élégant, en costume blanc avec sa raquette sous le bras, et il feignait de ne plus jouer qu'au tennis, comme Marcel Duchamp feignait de ne plus jouer qu'aux échecs. En réalité, je pense qu'il réfléchissait très profondément à la situation qui était celle de l'époque. Dans les écoles d'art, en France en tous les cas, il y a eu quelques années, c'était très étonnant de voir des petits jeunes gens qui 8 jours avant rêvassaient un peu en faisant de la peinture comme ci, comme ça, adoptaient tous le même travail, les mêmes outils, la même méthode, avec le même discours. Ils étaient au garde à vous, à côté de leur boulot. Mais il y avait de la théorie comme ça, qui était tyrannique. C'est-à-dire que c'était pas possible
de faire autre chose, d'être en dehors de ce champ-là, quoi. Et je pense que toute l'Europe a été comme ça. Et dans les années 80, il y a eu brusquement un changement par rapport à ça. À ce moment-là, en Espagne, après l'avance Franco, ça a explosé. Il y avait tous les artistes d'Allemagne de l'Est qui aussi, eux, ont bougé des choses. Il y a eu la trans-avant-garde en Italie, enfin, partout dans le monde. Aux États-Unis, c'est là qu'il y a eu Basquiat et Faring. Et je crois que j'étais de cette génération-là. Jacques Barry ne cède pas au mot d'ordre qui proclame que la peinture est morte. Il réplique « La peinture est morte peut-être, moi je suis vivant » et se lance dans la nouvelle figuration. Il commence par peindre des nus, essentiellement féminins. Puis, une commande l'amène en 1987 à se pencher sur l'image du corps masculin au travers du martyre de Saint-Sébastien. En 1988, il déplace son atelier rue Rabelais à Lyon. En 1990, il installe un atelier à Paris dans le quartier de la Bastille. Dans les années 90, la recherche de la forme essentielle pousse Jacques Barry vers la représentation d'amphores et de jarres. Dans le même temps, il se laisse happer de façon décisive par la peinture d'une nouvelle figure, le rhinocéros. Le volume y joue un rôle essentiel, mais surtout, la forme présente quelque chose de rudimentaire, de primal, d'élémentaire, qui rattache la peinture à ses origines les plus brutes, les plus âpres, la peinture rupestre. Les années 90 voient l'éclosion de tout un bestiaire et de figures totémiques mi-homme, mi-bête. En 1996, il ouvre un atelier rue de Toul, à Paris. Pour la Coupe du monde de football de 1998, il est chargé de réaliser le rideau de tribune du stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne. 4, 3, we have a go for engine start, 0, we have booster ignition and liftoff of Columbia, reaching new heights for women in En 1999, un triptyque représentant 3 ours, emporté par le spationaute Michel Tonini, fait 80 fois le tour de la Terre à bord de la navette Columbia. En 2000, il déménage rue Bourgneuf à Saint-Étienne, où il installe son appartement directement au-dessus de son atelier. Mais Jacques Barry n'en a pas fini avec la recherche de la forme qui interroge le sens. Au début des années 2000, il épure de façon drastique la notion d'image, de représentation du réel et de sens du signe. Vers 2007, une nouvelle figure émerge, celle de l'homme au chapeau, symbole de l'errance d'une humanité en quête de sens. En 2011, de retour d'une exposition au Maroc, il est atteint d'une très grave affection cardiaque. Par miracle, il en réchappe. Depuis 2016, Jacques Barry se tourne vers la représentation du pêle-mêle. Nourritures accumulées, foules amalgamées, poubelles saturées. La vacuité et l'absurde sont ses sources d'inspiration. Les êtres, les choses sont là, dénués de tout sens intelligible. Mais Jacques Barry possède un gilet de sauvetage efficace pour ne pas sombrer dans le désespoir. Ce kit de survie s'appelle l'humour. Il le porte constamment sur lui. Il lui garantit de rester, quoi qu'il arrive,
en apesanteur. Donc l'œuvre, elle est un peu, bon, elle est curieuse, elle est multiple. Alors l'œuvre de Jacques Barry, c'est une énigme un peu pour moi, parce que je considère que c'est un grand artiste, et en même temps, c'est un peintre de la réalité, d'une réalité qui n'est pas habituelle. Parce que bon, il s'est dessiné à la perfection, comme chacun sait, mais en même temps, c'est en dehors de l'application, c'est en dehors de l'essai de ressemblance, c'est en dehors de tout ça. Mais je trouve que la facilité au premier abord engendre justement une difficulté. Plus on regarde et plus on se dit justement c'est assez profond en fait comme travail. Il faut être un aristocrate du pinceau pour représenter un aristocrate de l'œil pour voir. Jacques nous tire vers ce monde-là. C'est probable, oui. Je ne vois pas tellement d'artistes aujourd'hui qui s'expriment avec un trait comme ça si fort. Il va se saisir des petites choses de la vie, se les accaparer pour en faire quelque chose. C'est qu'en fait, ce qui peut paraître banal, si vous voulez, dans l'inscription quotidienne d'un quidam, entre parenthèses, on peut trouver de la poésie dans une poubelle, on peut trouver de la poésie dans un infoplat. Mais une poésie du banal, et en essayant d'enlever au mot banal, justement, sa propre banalité. C'est d'abord quelqu'un qui sait saisir sur tous les objets de tous les jours, les petites situations de rien du tout. Une forme d'aristocratie dans les gestes les plus humbles qu'un aristocrate comme Jacques est capable de voir. On peut montrer que la banalité de l'objet et la banalité de la forme finalement. Ça serait aussi, même au niveau de l'histoire de l'art, assez intéressant de se dire, est-ce que souvent on a montré la banalité de la forme à ce point ? Prendre le sujet le plus banal, le plus commun, de le traiter de la façon la plus banale possible, la plus neutre possible. Donc il faut être extrêmement habile, virtuose on pourrait dire, pour rentrer dans cette banalité de la forme et du trait. C'est le quotidien qui est dépecé, et il y a une forme de poésie, bien évidemment. J'ai renoncé à énormément de choses qui m'attiraient dans l'art contemporain pour essayer d'être au plus près d'une chose qui est vraiment la peinture, quoi. On a cette force du trait, cette force de la couleur et cet équilibre entre les deux. Mais c'est aussi le plein et le délié du pinceau ou du crayon qui nous indique ce volume. Il y a un équilibre entre le poids de la peinture et la puissance du tableau que Jacques maîtrise à la perfection. Les choses sont enlevées sans qu'il y ait une démonstration de virtuosité du genre vous allez voir ce que je sais faire, alors que Jacques sait faire beaucoup de choses. Donc c'est une élégance qui n'est pas de la virtuosité au sens propre, c'est un sens de la mesure et de l'économie de moyens qui fait sa spécificité. Il n'y a jamais rien de trop, et en même temps, ce n'est pas une peinture avare. C'est effectivement très différent de ce que font tous les peintres quand ils peignent. Il y a aussi un côté un peu bad painting, si vous voulez. C'est-à-dire que Jacques Barry, c'est pas l'homme des effets. Une profonde intelligence des choses cachées derrière des traits en apparence extrêmement
extrêmement simple et qu'un jugement hâtif pourrait considérer comme approximatif ou bâclé. Il y a un truc, un côté pas enfantin, mais pas au sens infantile. C'est effectivement le monde de l'enfance. Merci. L'homme au chapeau. Ça nous apparente aux années 50. Et c'est donc sa jeunesse, quoi. Il a vu les gens porter des chapeaux comme ça dans sa jeunesse. Dans mon enfance, les hommes avaient des chapeaux. Ils avaient des chapeaux et des gros manteaux, tous. Ils étaient tous pareils, c'est-à-dire que ce soit l'épicier du coin ou le maire de la ville, je les voyais tous pareils, quoi. La sortie de la messe. C'est-à-dire revenir comme un enfant, c'est pas simplement au balbutiement de la compréhension des choses, c'est au contraire, c'est d'essayer tout le temps aussi d'avoir cette énergie pour redécouvrir les choses. C'est pas je dirais pas la naïveté, si vous voulez, mais il y a un côté comme ça un peu spontané, comme si on redécouvrait les choses. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que quand on est un artiste, on a besoin tous les jours de découvrir des choses. Le positionnement, j'allais dire la mise en situation focale de son regard, elle est exactement à celle d'un enfant. Quand on regarde les guéridons, ils sont toujours prêts. Et au niveau du plateau du guéridon, on n'a jamais de guéridon vu par en haut. Or, un adulte le verrait par en haut, alors c'est toujours horizontal. Donc c'est le regard de l'enfant, c'est la vision telle qu'on l'avait à l'enfance. Plutôt que d'un enfant, je parlerais d'un écolier. Il n'y a aucune espèce de pastiche du dessin d'enfant chez Jacques. Même l'affectation de maladresse, alors qu'il est d'une habileté diabolique, ne va jamais chercher quelque chose qui s'apparenterait au dessin d'enfant. En revanche, il est évident que l'univers des salles de classe, ces tableaux magnifiques qu'on avait pour apprendre le vocabulaire qui tapissaient les murs de la classe, les livres de sciences naturelles, ça je crois que c'est très présent. Alors je pense que aussi c'est un enfant qui continue à dessiner sur ses cahiers d'école. Il n'est pas dans la nostalgie et c'est ça qui est bien. Et ce qui est bien pour un garçon comme lui, c'est qu'il ne s'arrête pas aux années 50 et toujours en éveil. C'est ça qui est intéressant sur tout ce qui se passe autour de lui. Je suis quelqu'un qui est dans un perpétuel recommencement. C'est pas forcément quelque chose de facile pour les gens qui essayent de comprendre mon travail, de le défendre, de l'expliquer. Il touche tellement de moyens d'expression différents qu'il est, bien sûr, monumental. Nous avons la sculpture, bien entendu, la céramique en particulier, et le métal, des installations qui peuvent être fugitives, qui peuvent être juste à un moment donné, bien entendu la peinture elle-même. Il ne se pose pas, lui, des questions sur ce qui va se passer, la postérité, enfin, où est-ce que je vais exposer, est-ce que demain je vais être au MoMA. Non, il fait son truc, tranquille, ça marche pas, les gens regardent, ils regardent pas. S'ils regardent, tant mieux. J'ai envie de dire, c'est un dilettante de génie, quoi. C'est un dandy. Un dandisme chez Jacques Barry, oui, je pense qu'il y a une façon d'affirmer sa liberté. C'est un homme libre, Jacques. Et je trouve qu'il y a ce côté-là chez Barry, c'est-à-dire que c'est décomplexé, c'est exactement ça. Et c'est ce que je trouve intéressant chez lui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sont dans cette perspective. La carapace du dandy, c'est-à-dire de l'homme qui fait de sa vie une œuvre d'art, qui fait de l'élégance l'expression d'une vertu intérieure, cette carapace qui était très au point, très maîtrisée. Chez Barry, c'est fissuré pour laisser la place à l'artiste qui met quand même les mains dans le cambouis. Certainement, j'ai essayé de trouver une écriture le plus proche possible d'archaïsme ou de choses physiques, primitives, élémentaires. Ouais. Il est là, Gabi. Ah ouais, c'est génial. Il a fallu accepter
de revenir à des choses extrêmement préhistoriques, élémentaires, pour que petit à petit, il y ait un ensemble de signes, de gestes comme ça qui se mettent en place. Ce retour aux formes très très simples des grottes de Lascaux, par exemple. Donc, si jamais il nous donne ou un rhinocéros ou un lapin, il va partir avec quelques traits essentiels d'une peinture primitive pour exprimer ou sa peur de l'animal ou au contraire sa passion pour cet animal. Et de cette façon-là, on peut le voir dessiner avec un doigt dans le sable ou dans les cendres et nous reproduire ce trait sur le tableau. Il représente des animaux à peu près à la manière dont les représentaient les artistes de Lascaux ou d'Altamira. Pourquoi diable les premiers hommes sont-ils allés se donner la peine de représenter des animaux, c'est-à-dire dans le cas des peintures rupestres, la plupart du temps des bêtes féroces qui étaient susceptibles de leur foncer dessus, alors que la nature morte est apparue au début du XVIIe, le paysage encore plus tard. Qu'est-ce que c'est que cette attirance presque magique pour l'animal et représenter immobile? Il fait une image, c'est-à-dire quelque chose qui est à plat et qui est immobile. On a le graphisme, la figuration extrêmement simplifiée, le trait essentiel. C'est un papillon gigantesque, rouge et jaune. L'équilibre entre les deux couleurs est parfait et je pense que ces couleurs et ce dessin très simplifié suffisent, sont essentiels et suffisent. De temps en temps, il peut y avoir comme un défaut, comme un petit manque de couleur ou comme une surcharge quelque part qui fait que on a l'erreur humaine qui s'installe et qui est là et qui nous facilite un peu la perception de ceci. Et ça suffit. Il a envie de poser radicalement les choses. Voilà, il va essayer en fait que la peinture soit fait comme du dessin, relation à l'espace, un sujet sur un fond, ou un fond sous un sujet. Ça, je crois que c'est souvent ça, c'est un fond sous un sujet. Les Américains disent une chose, c'est less is more, le moins pour le plus. Et là, on est justement dans une dimension du moins pour le plus. Voilà. Avec un trait de pinceau ou de crayon, il définit sa forme d'une façon très minimale. Et c'est extrêmement épuré. Et donc ce qu'on voit de sec dans son dessin, c'est peut-être que toute la matière qui était à l'intérieur, elle s'est essorée. Et c'est ce qui est beau, je trouve que c'est ce qui est beau. C'est un peintre de l'essorage. C'est un petit peu comme si il pouvait y avoir la possibilité de régresser au point de pouvoir commencer à faire des choses avant l'histoire de l'art, quoi. Voilà. Et donc, même avant les mots, quoi. La peinture de Jacques, dans son économie, a quelque chose d'extrême oriental. Elle n'est pas si loin de l'écriture. Alors, on parle de la tête d'un homme, par exemple, un portrait, et on voit bien que Jacques a dû répéter son geste 50, 100 fois pour trouver la ligne idéale qui représentait pour lui la figure. Donc il a créé un caractère quelque part. Il a créé une forme que l'on reconnaît tout de suite. Donc il nous offre des pictogrammes, des images, des visuels très précis qu'il répète de façon à ce qu'on s'enfonce ça bien dans la tête. On est plus du domaine du pictogramme, d'une image choc, si vous voulez, que d'une image où c'est l'intimité qui va rentrer dedans et qui va nous induire dans quelque chose. Lui, c'est pas un homme qui peint, c'est l'homme. C'est vrai que par exemple, quand il fait un personnage, son personnage est très
est droit, il ne bouge pas, il est erratique. Très souvent, il fait le rhinocéros. Le rhinocéros, il est toujours de profil. C'est comme un logotype. Il fait aussi bien des arbres que des animaux. Enfin, des arbres pas trop, mais plutôt un archétype d'arbre. Des animaux, l'archétype d'animal, l'archétype d'un faux plat. Donc c'est jamais dans le particulier. La figuration des hommes et des animaux, par exemple, est liée à ce mixte peinture-écriture qui explique aussi en partie le choix des deux dimensions et le refus de la perspective. On n'écrit pas en perspective, voilà, rarement. Je crois que le fait d'écrire et dessiner sont, Clé disait, identiques, ou en tout cas, écrire et dessiner sont des démarches voisines. Ça, je pense que c'est une des clés du travail de Jacques Barry, que l'écrit soit véritablement présent sous la forme de légendes et parfois de légendes manuscrites, ou qu'il soit absent. Au sens littéral du terme, il est quand même présent dans la manière de traiter les figures comme des lettres. Son langage, en fait, ça devient une lettre, sa forme. Et elle est la plus claire possible, et la plus facile à être comprise par tout le monde. Oui, c'est certain. C'est certain, c'est très fort. On a en tête l'idée que Jacques dessine et écrit d'un même mouvement. Et si on ajoute à ça la présence obsédante du monde de l'illustration tel que perçu dans l'enfance, si on a ces quelques clés, on peut entrer dans le travail de Jacques. J'étais stupéfait par cette association entre un mot, un verbe associé à un dessin, les deux premiers étant le dessin et le verbe, ou le dessin et le signe, et voilà. Et je trouvais que c'était assez, je sais pas, assez performant, assez étonnant. On dit souvent, on emploie très souvent, je vais dire en anglais, beauty as a contingent. C'est-à-dire que la beauté nous attire vers une œuvre qui parfois n'est pas belle. Mais il y a ou la composition, ou les couleurs, ou le dessin qui sont beaux, attirent notre œil. Et ensuite, on peut découvrir quelque chose de catastrophique ou de disturbing. Alors, il utilise, lui, ces mots pour cela. On est intrigué, on va essayer de rechercher plus loin ce qu'il pense. Il va nous emmener dans son monde à lui, totalement fabriqué, surnaturel si on veut, et féerique. À cause de sa phrase, il va donc nous faire rester plus longtemps devant son sujet et imaginer nous-mêmes notre monde à nous. Oui, il a une faculté à isoler dans le langage ordinaire des phrases qui deviennent d'une drôlerie folle dès lors qu'il les utilise avec un dessin. Le surréalisme, c'est la possibilité d'avoir des situations incongrues. Barry crée des choses comme ça. Beau comme la rencontre fortuite, sur une table de dissection, d'une machine à coudre et d'un parapluie. Il y a une parenté entre les tableaux de Jacques et les tableaux de Magritte qu'on dit de la période vache. Alors c'est une expression idiote parce que c'est pas une période, c'est juste une exposition à Paris, la première de Magritte, d'âneries mal peintes, mal foutues, qui était vraiment une manière de mettre les pieds dans le plat du surréalisme parisien. Donc Jacques est plutôt dans cet esprit-là avec une légèreté, en effet,
plus proche de celle de Satie. Satie faisait des petits dessins que Jacques connaît sûrement très bien. On ne s'attend jamais, enfin en tout cas pas toujours, sauf quand on le connaît bien, à voir ce qu'il a produit. Et surtout, si on ne le connaît pas bien, à comprendre où il a voulu en venir. Ça peut paraître, je dirais, digne du Canard enchaîné. Enfin Des fois, il fait un personnage avec un pot de fleurs sur la tête. Alors, l'idée du pot de fleurs dans le dessin d'humour, évidemment, que ce soit chez Jean Bellu, chez Maurice Henry ou chez n'importe qui, c'est on passe sous un balcon et le pot de fleurs vous tombe sur la tête. C'est un grand humoriste. Et moi, il y a des choses chez lui qui me font, pour le coup, rire bêtement. Et ça, c'est un humour à la fois de bistrot, presque, et en même temps, très souvent, il trouve des formules dans ce qu'il met sous ses dessins qui sont extraordinairement humoristiques. On a cette envie de rire, ou parfois c'est de la satire, mais c'est toujours présenté d'une façon comme ça, drôle. Des visions cyniques parfois, parce qu'on a l'impression que, évidemment, on rit pour pas en pleurer, donc c'est quelque chose d'assez fort. C'est l'œuvre de quelqu'un qui a beaucoup de distance, qui recèle sans doute, à travers l'ironie, peut-être une certaine désespérance. Oui, moi je pense qu'il y a une vision assez noire des choses sous un aspect détaché, drôle et coloré. Je pense que c'est très noir. Le sujet lui-même de ces tableaux, à la limite, peut dire il n'y a pas de sens, parce que voilà, insignifiance dans le sens où il n'y a pas de sens. Mais c'est vrai que c'est foudroyant. L'absurdité de la vie, que tu te dis, mais c'est quoi cette vie, c'est quoi ce monde, ça te tombe dessus. Mais ça aussi, c'est presque dire, est-ce que c'est pas ça qui est le plus important? Est-ce que c'est pas ces insignifiances qui sont plus importantes? Jacques Barry, c'est pas une image que l'on regarde rapidement, c'est une image qui nous arrête, on regarde, on réfléchit, on essaie de savoir pourquoi les choses. C'est ça la peinture. Il est plutôt dans une œuvre cérébrale, on pourrait dire. C'est conceptuel. En fin de compte, c'est une œuvre qui est extrêmement conceptuelle. Je ne sais pas, je crois que c'est une représentation là aussi de l'existence, de ce qu'il y a de par le monde, sur la Terre, je crois. De même qu'il fait des parachutes ou des choses comme ça, c'est des choses qui existent, donc il les représente. Jacques Barry, pour moi, il est avant tout un poète. Je pense qu'on ne quitte pas la poésie toujours avec lui. Jacques est un homme qui a voulu s'entourer de choses très gaies pour commencer. Très fortes, mais très gaies en même temps. Et qui s'est créé un univers encore une fois, plein de poésie, un regard sur le monde bien différent de nous autres, avec une sensibilité extrême. Mais il s'est entouré de jolies choses. Quelque part, il nous offre un monde enchanté. Avec une situation totalement triviale, il la rebalance dans quelque chose de poétique. Et chez Barry, on pourrait dire qu'il y a parfois quelque chose du domaine du son, je crois.
il a construit ses rêves avec ces personnages-là, avec ces animaux-là ou ces figures-là. Et donc, on revient bien sûr à des contes de fées, à des dessins animés peut-être, et à des légendes, à la mythologie peut-être. Mais quelque part, c'est assez formidable qu'il s'exprime comme ça et qu'il soit le seul à le faire à notre époque. On a quand même énormément besoin tous de poésie. Aujourd'hui, j'ai un certain plaisir à penser que c'est une sorte de petit théâtre, d'avoir créé des personnages en quelque sorte, quoi, qui se baladent dans un espace, dans un univers, éventuellement de nouvelles figures qui peuvent s'intégrer et entraîner, je sais pas, la réflexion, l'ironie, ou la peur, la mémoire, et qu'il n'y a aucune raison que ces personnages-là se retrouvent un jour dans une même histoire. C'est comme les gens qui se retrouvent en transit dans un aéroport, qui ne vont jamais se revoir et qui se racontent leur vie, quoi. Ces rencontres qui se trouvent dans ces tableaux, ce sont des rencontres à la Jacques Barry. Je crois qu'il est lui-même et qu'il crée son propre chemin. Et ce qu'il fait est totalement inventé par lui et je dirais nouveau, qu'il a inventé sa propre manière de travailler, son propre style. Il faut quitter parfois ce qu'on appelle les zones de confort. Peut-être qu'il faut être un peu aussi fil de Ferris parfois. Dans le jeu du tarot de Marseille, il y a une pièce qui est importante, c'est le saltimbanque. En fait, c'est un saltimbanque, il s'amuse comme ça, si vous voulez, avec des choses, quoi. Vous voyez ? Quand j'ai commencé à voir ces grandes silhouettes avec des oiseaux sur la tête, avec des fleurs ou des roses et tout, j'ai trouvé ça bien intéressant. Et ce développement qui s'en est suivi est tout à fait captivant et je me demande même où on va aller maintenant. On attend toujours plus de surprises avec lui. Les gens, ils ont suffisamment de choses en eux pour pouvoir se raconter des choses devant les tableaux. Il ne faut pas leur mâcher le travail, quoi. Sur le chemin de traverse de Jacques Barry se rencontrent des arbres. Des oiseaux, des papillons, des fourmis. Sur le chemin de traverse, la démarche est immobile. Immobile est l'attente. L'attente est perplexe. La traversée solitaire. La traversée solitude. La traversée exploration. L'exploration zoologie.
Safari. Bestiaire. Faune. Faunes et sirènes. Tête d'œuf et coiffe de poule. Le choc se fait frontal, dense et lourd, massif, irréductible, abrupt, mais paradoxal, léger, volatile, évanescent. Rêve, drôlatique, déjanté, fait de rien, de banal, de quelconque, de débris, de néant. Tout insignifiant est signe, chiffrage à déchiffrer, iconographisme, chargé de légendes. Sur ton chemin de traverse, Jacques Barry, tu cherches un sens, le sens de l'être, l'essence de l'être, de la chose même, son existence, là. Alors, qu'est-ce qu'on dit à son parrain? Comment je tourne le volant? Il y a le chien qui me gêne. Elle est morte en regardant Talassoir. Je sais tout de vous jusqu'à la pointure de vos souliers. Jane arrive pour s'excuser des baisers échangés avec Grayson. La mer, c'est déjà beau à voir. Encore un câlin, tonton Harry? Je ne vous le répéterai pas. 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 Le dimanche, c'est pour les magasins de meubles. De quoi se suicider. Toujours une femme de retard. Un ange parti trop tôt. Vivre comme si on était mort. La Miss des mobilhomes. On ne crie pas au musée de la Marine. J'habite juste en dessous du H de Hollywood. La sous-direction antiterroriste enquête sur ceux qui s'ennuient près de la fenêtre. Les enfants sont mal attachés dans les voitures, ce serait mieux de les clouer. Je viens de consacrer beaucoup de temps à la manière dont je voudrais conduire ma vie. Le problème, c'est qu'on ne peut pas pleurer à chaque enterrement. On ne peut plus tuer les Indiens, ça ne se fait plus. La nouvelle législation interdit, malgré votre souhait, que vous puissiez être empaillé.
Notre-Dame des poteaux électriques. Les rêves. Les rêves. Ah, tout de suite les grands mots. Même être malade m'ennuie. Journée nationale de ceux qui habitent au 2e étage et possèdent un pot de fleurs. Par beau temps, on voit le Mont Blanc. La Société protectrice des jerrycans. À l'intérieur, c'est bourré d'électronique. C'est ce qu'on voit quand on fait la planche. Savez-vous que vous êtes constitué de 70% d'eau? Prendre l'ascenseur pour le centre de la Terre. Il est très gentil, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec des oreilles pareilles. Sexuellement, freelance. Dois-je laisser le chien finir mon assiette? Toujours candidat, jamais élu. À l'étroit, dans le module lunaire. Recoller les feuilles tombées des arbres.